Voilà, donc je voulais vous partager en fait cette notion parce que ça peut aider quand on a connu un peu le 18 décembre 1998 au Congo, pour ceux qui étaient là. Moi, en tout cas, j'étais à Brazzaville à cette époque-là. Il y a le ministre François Ibovi qui avait fait une intervention sur RFI où il appelait quasiment au nettoyage ethnique du quartier de Bakongo, hein, où il disait qu'on va nettoyer Bakongo rue par rue, maison par maison, et on voit que là, il y a une incitation, à l'action, à la commission des crimes. La notion d'entreprise criminelle commune prévoit, il y a deux éléments pour pouvoir les caractériser. Donc, il y a l'élément matériel, notamment qui est d'abord la participation au projet criminel commun, et l'élément moral qui est la conscience de participer à ces projets. Voilà, c'est-à-dire que il n'est plus nécessaire de pouvoir, par exemple, puisqu'on a parlé tout à l'heure de monsieur Dabira, qui était juste inspecteur, qui était à un niveau de responsabilité qui ne lui permettait pas d'avoir participé directement au fait. Mais dans le cadre de cette notion, il y a ceux qui conçoivent le plan, il y a ceux qui donnent des ordres, il y a ceux qui influencent dans les médias pour la commission de ces faits, et il y a des acteurs sur le terrain qui commettent les faits. Donc, toutes ces personnes sont considérées comme des co-auteurs des crimes et peuvent donc être jugées pour voir leur responsabilité pénale être engagée. Bonjour, mesdames et messieurs, et je remercie le CRC pour l'invitation. Alors, je pense que mon intervention s'inscrit un peu dans la droite ligne de l'intervention de mon confrère Patrick Baudouin, qui a parlé des disparus du pitch, et donc de tout ce qui est torture, disparition forcée et crimes contre l'humanité. Et moi, je veux parler un peu plus sur le plan un peu plus technique, au sujet d'une notion qui a été créée à l'occasion de la guerre qui a eu lieu en Yougoslavie. C'est la notion de l'entreprise criminelle commune. Donc c'est une notion qui est intéressante et qui peut, dans le cadre de la répression des crimes contre l'humanité, être utilisée ou être retenue comme une modalité de participation à la commission de ces crimes. Alors, je vais essayer un peu de mettre le contexte. Alors, il faut dire que nous sommes en 1989, donc il y a la chute du mur de Berlin, et comme on le sait, il y a donc les républiques soviétiques qui étaient dans l'URSS, donc il y a une dislocation, et dans ces républiques, vous avez la République fédérative socialiste de la Yougoslavie, donc dans laquelle il y a plusieurs entités qui cohabitaient à l'intérieur de cette république, et donc vous en avez beaucoup, hein. Il y avait la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Serbie, le Monténégro et autres. Donc, à la suite donc de la chute du mur de Berlin, donc ces entités vont chercher à acquérir une certaine autonomie. Donc, il y a une guerre civile qui va avoir lieu en Yougoslavie, donc une guerre civile liée un peu aux origines ethniques, à la question religieuse et aussi politique et économique. Donc, vous avez la guerre de la Bosnie-Herzégovine qui va avoir lieu entre 1992 et 1995. Et à l'occasion de cette guerre, donc vous avez des Serbes qui ont une montée de nationalisme, qui procèdent à des épurations ethniques à l'encontre des musulmans croates. Et donc vous avez à cette occasion-là, à cette époque déjà, on disait que ces guerres avaient causé plus de dégâts. En fait, c'était la guerre civile en Europe qui avait causé le plus de dégâts après la Seconde Guerre mondiale. Parce que vous avez près de 150 000 morts, 4 millions de déplacés, et donc il a fallu que la communauté internationale intervienne. Donc c'est dans ces cadres que le Conseil de sécurité de l'ONU va prendre une résolution en 1993 pour créer le tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Donc ce tribunal, dans son statut, devait donc s'occuper de juger tout ce qui était comme crime contre l'humanité, génocide, aussi des violations aux lois et coutumes de la guerre. Donc, dans ces cadres-là, donc vous avez le jugement de M. Tadzik. M. Tadzik, vous avez certainement, pour ceux qui ont connu cette période-là, les médias en parlaient beaucoup. Alors, M. Tadzik gérait en Bosnie un café
Et à l'occasion des événements, il dirigeait donc des troupes serbes dans des exécutions sommaires. Donc il y avait en fait un groupement des Serbes qui avaient pris en otage un village qui était composé de plusieurs musulmans croates, et ils ont procédé à l'épuration de ces villages parce qu'ils voulaient qu'il y ait des Serbes dans ces villages. Et alors, M. Tadzik était parmi les commandants. Donc lui, il n'avait pas participé directement aux exécutions. Donc, quand M. Tadzik a été traduit devant le tribunal pénal international, devant la première chambre de ce tribunal, alors il y avait des difficultés au niveau de la preuve, puisque M. Tadzik n'avait pas participé personnellement aux crimes pour lesquels il était traduit. Donc, la première chambre a relaxé M. Tadzik. Il y a eu un appel qui a été fait. Donc, devant la chambre d'appel du tribunal pénal international de Yougoslavie, la chambre d'appel a retenu la culpabilité de M. Tadzik en créant la notion d'entreprise criminelle commune. Alors, c'est quoi cette notion? Parce que comme on est dans le cadre des crimes qui sont des crimes collectifs, il faut savoir que les crimes contre l'humanité, ce sont des crimes commis par des groupes contre des groupes. Voilà. C'est-à-dire que vous avez des crimes de masse, donc c'est un groupe qui commet ces crimes, et ces crimes est dirigé aussi contre un groupe en raison de son origine, soit ethnique, raciale ou de ses convictions religieuses. Et donc, il est difficile sur le plan pénal, comme le savent ceux qui pratiquent le pénal, qu'en matière pénale, la responsabilité doit être individuelle. Donc, il faut rapporter la preuve de la participation personnelle de l'individu dans la commission du crime pour lequel on le juge. Et donc, les juges de la chambre d'appel, en créant cette notion, ont permis à ce qu'on puisse juger M. Tadzik, même s'il n'avait pas participé personnellement à la commission des crimes pour lesquels il était jugé. À partir du moment où il avait conscience de participer à un projet criminel commun. Voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là que la notion est créée. Cette notion, elle met en avant ce qu'on appelle un comportement criminel collectif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait partie d'un groupe qui poursuit la réalisation d'un projet criminel commun et qu'on a agi dans l'intention de pouvoir exécuter ces projets, on peut être jugé pour les crimes qui ont été commis pour la réalisation de ces projets, même si on n'a pas participé personnellement à la commission des faits. Voilà, donc ça, c'est la particularité de cette notion. C'est une création qui est jurisprudentielle, qui n'avait pas été prévue dans les statuts du tribunal pénal international de la Yougoslavie, mais que les juges ont dû créer pour pouvoir pallier un peu à cette difficulté à laquelle ils étaient confrontés, notamment au niveau de l'imputabilité des crimes. Voilà, donc à partir de ces moments-là, on comprend que la notion d'entreprise criminelle commune prévoit, il y a deux éléments pour pouvoir les caractériser. Donc, il y a l'élément matériel, notamment qui est d'abord la participation au projet criminel commun, et l'élément moral qui est la conscience de participer à ces projets. Voilà, c'est-à-dire que il n'est plus nécessaire de pouvoir, par exemple, puisqu'on a parlé tout à l'heure de monsieur Dabira, qui était juste inspecteur, qui était à un niveau de responsabilité qui ne lui permettait pas d'avoir participé directement aux faits. Mais dans le cadre de cette notion, il y a ceux qui conçoivent le plan, il y a ceux qui donnent des ordres, il y a ceux qui influencent dans les médias pour la commission de ces faits, et il y a des acteurs sur le terrain qui commettent les faits. Donc, toutes ces personnes sont considérées comme des co-auteurs des crimes et peuvent donc être jugées pour voir leur responsabilité pénale être engagée. Voilà, donc, à ce niveau-là, c'est une notion qui est très intéressante et qui peut être utilisée pour déterminer une modalité de commission des crimes contre l'humanité. Voilà, donc je voulais vous partager en fait cette notion parce que ça peut aider quand on a connu un peu le 18 décembre 1998 au Congo, pour ceux qui étaient là. Moi, en tout cas, j'étais à Brazzaville à cette époque-là. Il y a le ministre François Ibovi qui avait fait une intervention sur RFI où il appelait quasiment au nettoyage ethnique du quartier de Bakongo, où il disait qu'on va nettoyer Bakongo rue par rue, maison par maison, et on voit que là, il y a une incitation
il y a une incitation à l'action, à la commission des crimes, mais dans le cadre d'un projet. Parce que ce qui est intéressant aussi avec cette notion, c'est qu'il n'est pas nécessaire que le projet criminel commun soit explicite, soit écrit, soit ratifié ou reconnu par tous les participants. Il n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas non plus nécessaire que les participants au projet criminel commun aient donné leur accord exprès pour participer à ce projet. Donc, il suffit tout simplement qu'il y ait une intention criminelle de réalisation du projet commun. Voilà. Donc, il faut déterminer d'abord le projet. Le projet, ça peut être quoi? Ça peut être de diminuer une population, par exemple, d'une région. Et pour atteindre cet objectif, on met en place des actes qui constituent des crimes, c'est-à-dire que ça peut être des déplacements forcés, des disparitions forcées. Ça peut être, par exemple, le fait de détruire des arbres fruitiers dans une région pour pouvoir inciter les populations, pour que les populations soient dans la famine et que les populations quittent ces régions-là et soient complètement affaiblies et disparaissent par processus. Donc, le projet criminel commun, c'est un projet qui peut être, comme je l'ai dit, de diminution de population. Ça peut être aussi être comme un projet, je dirais, de destruction en tout ou partie d'une population. Voilà. Donc, une fois que ce projet-là est prévu, en ce moment-là, on met en place des actes. Les actes, c'est maintenant, ça peut être des actes de torture, de disparition forcée, des actes d'assassinat massif. Tout cela, ça participe à ces projets-là. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas que, on va dire, les exécutants qui sont au bout de la chaîne qui doivent être inquiétés. Voilà, il faut remonter en fait toute la chaîne des participants à leur niveau, parce qu'il faut savoir qu'en Yougoslavie, il y avait même des responsables politiques serbes qui ont été jugés et condamnés, alors que en mettant en avant juste l'influence politique qu'ils avaient au niveau de la population pour inciter les populations à commettre des actes, donc des crimes contre l'humanité, dans le cadre de l'exécution du projet politique, du projet criminel, qui était l'épuration ethnique, pour qu'il y ait juste une homogénéité de la population, notamment qu'elle est serbe. Voilà, donc c'est une notion qui est intéressante et qui peut être utilisée dans le cadre de la lutte contre les crimes contre l'humanité.